Oui, bonjour. Salut Jean-François, Bonjour, Ça merci. va? François. Oui. Donc, on va voir l'anapathe des gistes. Et donc, Jean-François Émile, qui est anatomopathologiste, un peu spécialisé dans les gistes, qui a beaucoup travaillé sur les mutations des gistes. Alors, je vais lancer mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, allons-y. Bonjour. Donc, effectivement, je suis anapathe avec la partie histopathologie et la partie moléculaire. Donc, je vais vous parler de l'anapathe des gistes, à la fois donc la partie histopathologie et la partie moléculaire. Surtout, c'est vrai qu'à distance, c'est un peu moins interactif, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Allez-y. Donc, je travaille à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Et j'essaye. Attendez, mes diapos sont bloqués. Pourquoi? Voilà, ok. Donc, je vais faire des choses relativement simples, hein. La définition des gistes, j'imagine que vous la connaissez, hein. C'est donc des tumeurs qui sont développées à partir de la paroi digestive, hein, que ce soit du haut de l'œsophage jusqu'au rectum. Ce sont des tumeurs qu'on appelle mésenchymateuses. Globalement, c'est ni des carcinomes ni des lymphomes. Ce sont des tumeurs qui expriment KIT de façon quasi constante, et on va revenir là-dessus. Alors, historiquement, ça a été décrit il y a bien longtemps. En fait, c'était pratiquement jamais diagnostiqué avant 1998. C'est apparu avec le millénaire quasiment, puisque finalement, avant, c'était très largement confondu soit avec des schwannomes, soit avec des léomyosarcomes ou des léomyomes. Et c'est en 1998 qu'il y a eu la démonstration très claire qu'il y avait une association forte avec KIT, d'une part à l'expression de KIT et d'autre part à des mutations de KIT. Et ça a notamment eu l'intérêt de fournir des outils diagnostiques, puisque l'immunohistochimie de KIT a permis d'arriver à faire le diagnostic de façon relativement simple pour ces tumeurs. Et puis, ce qui est assez extraordinaire dans l'histoire de l'oncologie, c'est que l'activité oncogénique de KIT a été démontrée en 1998, et c'est seulement 3 ans après que la première patiente a pu être traitée de façon spectaculaire avec un inhibiteur spécifique de cet oncogène. Ça a été les premières thérapies ciblées en tumeurs solides, hein. Ça a vraiment été une révolution avec donc le développement de thérapies ciblées maintenant vous connaissez, c'est devenu assez banal. Alors, pour ce qui est des gistes, l'origine cellulaire, c'est des cellules qui étaient là aussi relativement peu connues. Ce que je vous montre à côté des deux moustachus, là, c'est une coupe histologique de la musculeuse du côlon, hein, en l'occurrence, là. Et vous avez au centre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais vous avez un plexus nerveux, quelques cellules nerveuses. Tout autour, c'est les cellules musculaires, et c'est l'essentiel d'une musculeuse, c'est ça qu'il y a dedans, des cellules musculaires, et puis entre les deux couches, quelques cellules nerveuses. Mais il y a aussi quelques cellules qui sont marquées en marron ici, qui sont les cellules de Cajal, des cellules qui en fait sont considérées comme responsables en grande partie du péristaltisme spontané du tube digestif, puisqu'elles ont une activité électrique régulière, c'est une espèce d'horloge, et qui vont émettre des impulsions électriques régulièrement, et donc sont probablement à l'origine du péristaltisme. Des arguments pour dire qu'elles sont effectivement à l'origine du péristaltisme, c'est que des modèles, comme des modèles murins en particulier, sans ces cellules-là, ont des troubles du transit intestinal, et puis les rares patients avec des anomalies peuvent éventuellement avoir ce genre de pathologie. Alors, les gistes épidémiologiques, c'est parmi les sarcomes les plus fréquents, c'est même le sarcome le plus fréquent. Ça a été démontré dans différentes études, y compris dans une grosse étude qui a été publiée en 2001 sur le groupe sarcome français, donc avec 25 000 sarcomes et tumeurs de malignité intermédiaire. On est entre 3 à 18% des sarcomes, donc c'est quand même relativement fréquent dans le diagnostic. Et puis bon, pour l'incidence, effectivement, l'incidence peut varier un petit peu. Là, le chiffre 900 par an en France, c'est peut-être un peu bas. On est peut-être plutôt au-dessus de 1000, hein, plutôt 1200. Après, ça dépend énormément si on prend les microgistes en considération ou pas. Donc, les chiffres, on peut les faire varier un petit peu. Mais globalement, c'est une tumeur fréquente dans le tube digestif. Alors, à quel âge elle apparaît? Vous voyez, à l'âge adulte, hein, globalement, l'adulte mûr, proche de la retraite. Mais il y a quelques gistes pédiatriques, il faut s'en méfier aussi, ça existe. Et puis, on arrive à des patients d'une centaine d'années qui ont aussi des gistes. Donc, voilà, l'incidence globale de ces... Et puis, pas tellement de différence entre hommes et femmes.
La localisation des gystes, elle est principalement sur l'estomac, avec grosso modo la moitié des cas sur l'estomac, grosso modo un tiers des cas sur le grêle, mais ça peut être un peu partout. Et puis, il y a des localisations qui sont difficiles à évaluer, puisque les tumeurs sont devenues tellement grosses que ni le chirurgien, ni le radiologue, ni l'anapathe sont capables de dire d'où elle est partie. C'est une espèce d'énorme boule dans l'abdomen et on ne sait pas d'où elle vient. Donc, il y a quelques gystes non identifiables. Alors, ces gystes, elles peuvent pousser énormément. Vous avez ici une résection d'une gyste gastrique avec la petite collerette de la paroi gastrique qui est présente ici. Et elles peuvent effectivement pousser de façon assez gigantesque. Hein. On a des gystes qui atteignent jusqu'à 40 cm, ce qui dans l'abdomen prend de la place, et qui restent souvent assez bien limitées. Vous voyez que la surface là, sur la séreuse, il n'y a pas d'effraction, hein, c'est correct. Et ce qui explique que ces tumeurs peuvent être assez asymptomatique finalement. Là aussi, vous avez une résection segmentaire de grêle et vous voyez que la gyste est poussée principalement vers l'extérieur. Alors, c'est sûr que quand ça pousse vers l'intérieur, ça va faire une occlusion ou ça va saigner, mais quand c'est vers l'extérieur, ça peut grossir et donc être peu symptomatique et donc arriver à des tailles importantes. L'autre point sur lequel je peux d'emblée parler, c'est que vous voyez que ces chirurgies qui étaient des bonnes chirurgies ont été relativement limitées. Il n'y a pas de curage ganglionnaire parce que les gystes ne vont jamais métastaser dans les ganglions, sauf une exception dont je reparlerai. Donc, finalement, la chirurgie de la gyste ne va pas faire le curage ganglionnaire, ce qui permet des résections qui sont finalement assez peu courantes dans des tumeurs digestives, parce qu'en général, on a quand même des curages ganglionnaires associés. Alors, est-ce que ces gystes sont toujours résécables? Vous voyez qu'au diagnostic, ça c'est grosso modo à peu près général, il y a 10% des gystes qui, au diagnostic, sont déjà non résécables parce que localement avancés ou métastatiques, à peu près 10-15%, et ça reste à peu près constant. Alors, quand ça métastase, ces tumeurs-là, ça va principalement soit dans le foie, soit dans le péritoine, hein, donc je vous répète, pas dans les ganglions, sauf rares exceptions qu'on sait à peu près identifier, et vous voyez que ça peut être assez important. Vous voyez toutes ces petits nodules sur le grand épiplon, hein, qui peuvent être présents. Donc, c'est vraiment une dissémination qui peut être très importante. Alors, pour le diagnostic histologique, il est devenu relativement simple. En fait, vous voyez que l'aspect peut être très hétérogène, hein, très, très différent, et c'est pour ça qu'avant l'utilisation d'immunohistochimie, on n'avait pas tellement de facilité pour faire le diagnostic, mais finalement, maintenant, avec l'immunohistochimie, c'est plus simple. Alors, pour décrire, on peut dire qu'il y a effectivement des gystes d'aspect fusiforme, vous voyez des cellules un peu allongées comme ça, et qu'on confondait facilement soit avec des léomyomes, des léomosarcomes ou des schwannomes éventuellement. Et puis, il y a des gystes qu'on appelle épithélioïdes, ou en fait, parce qu'elles ressemblent plutôt à des cellules épithéliales qui sont moins fusiformes. Et donc, voilà. Alors après, ça n'a pas d'incidence ni sur le pronostic, ni sur pas grand-chose. Hein. On voit un peu plus de gystes épithélioïdes dans l'estomac qu'ailleurs, mais bon, voilà, des petites choses. Et puis, il y a des gystes mixtes qui mélangent un peu des deux. Et puis, il y a d'autres types de gystes, d'autres types histologiques qui sont moins fréquents. J'ai peut-être d'autres aspects éventuellement un peu différents. Un autre aspect de gystes fusiformes, et puis ici, un autre aspect de gystes épithélioïdes, mais on a aussi des gystes avec... Vous voyez qu'il y a relativement peu d'atypie, hein, on n'a pas d'anomalie cytonucléaire très importante. Ça peut arriver, hein, là aussi, mais c'est relativement peu fréquent. Ce qui compte vraiment pour le diagnostic, c'est l'immunohistochimie. Alors, il faut se méfier de l'immunohistochimie parce qu'il y a d'autres tumeurs qui peuvent exprimer KIT. Hein. Il faut bien sûr que l'anapathe prenne en compte aussi la localisation et l'histologie, mais l'immunohistochimie a quand même été un apport considérable depuis le début du siècle. Hein. Vous voyez que généralement, l'interprétation, elle est relativement simple. C'est tout marron, c'est positif, ou c'est pas marron, c'est négatif. Et en plus, parce que le problème, c'est les marquages négatifs. Alors là, sur une pièce opératoire, on n'a généralement pas de problème, mais sur des biopsies, de temps en temps, il y a assez peu de matériel, et puis on peut toujours avoir la malchance que l'automate d'immunohistochimie se soit bouché justement sur la lame ou que l'anticorps soit périmé ou je ne sais quoi. En gros, on peut avoir des faux négatifs parce que l'immuno n'a pas marché.
Eh ben avec KIT, c'est même pas le cas, puisqu'en fait, on a pratiquement toujours au moins quelques mastocytes qui sont présents dans la tumeur ou à côté. Et donc, on peut dire les mastocytes qui expriment naturellement KIT sont positifs. Donc, l'immunohistochimie, j'en suis sûr, elle a marché sur cette lame et je suis sûr que la tumeur est négative. Donc, on peut vraiment avoir une interprétation très simple de l'immunohistochimie dans les cas les plus habituels. Après, bien sûr, c'est les choses très simples, c'est lassant. Donc, en médecine, on a toujours des choses un peu moins simples. Et c'est vrai qu'il y a des marquages qui sont un peu plus difficiles à interpréter et qui peuvent, pour les pathologistes qui n'ont pas l'habitude, être un peu gênants. C'est-à-dire qu'il y a des marquages un peu bizarres. Là, il y a un marquage qui est plutôt membranaire, puis qui est un peu faible. Ici, il y a un marquage qui est plutôt en fait concentré dans la curation du noyau. C'est un marquage qu'on appelle de Golgi, le golgien. Donc ça peut arriver. Donc on peut avoir certaines tumeurs, notamment les tumeurs gastriques mutées pour PDGFRA, qui ont une expression de KIT un peu plus faible, et donc on peut se faire avoir en disant c'est négatif, alors que en fait c'était peut-être négatif à cet endroit-là sur cette microbiopsie, mais que c'était un peu plus exprimé ailleurs. Donc quelques difficultés d'expression, d'interprétation éventuellement sur KIT, mais là en plus on a un rattrapage derrière, c'est-à-dire qu'en France on recommande de faire systématiquement les deux marqueurs KIT et DOG1, et dans ces cas-là on a vraiment ceinture et bretelle, on a ces deux marqueurs qui vont nous aider. Là aussi, méfions-nous, il y a aussi d'autres cellules qui peuvent exprimer DOG1, donc il ne faut pas, juste parce qu'on a un marqueur, juste un diagnostic. Mais quand on a une tumeur à cellules fusiformes qui est dans la tractus digestif et qui exprime KIT et DOG1, là vraiment on est assez tranquille. Alors qu'est-ce qu'il y a alors DOG1, pardon, DOG c'est Discovered on GIST, c'est un marqueur qui a été vraiment découvert par la nouvelle biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'en fait des analyses de transcriptome avaient été faites en comparant les GIST à d'autres tumeurs. Le transcriptome avait mis en évidence un gène inconnu, qui était présent dans les GIST et qui n'était pas présent dans d'autres sarcomes. Et donc, comme il avait un numéro de référence, mais personne ne savait à quoi il servait et ce qu'il faisait, il a été appelé Discovered on GIST. Et puis, finalement, ce gène, alors qu'on ne savait toujours pas à quoi il servait, une petite séquence a été synthétisée, a été injectée à des lapins. Les lapins ont fait une réponse immune, on a récupéré les anticorps et on a pu utiliser ce marqueur avant même de savoir à quoi il servait, quelle était sa fonction biologique. Donc c'est effectivement les merveilles du moléculaire. Donc voilà, ça sert pas mal. Il est éventuellement exprimé sur des cellules épithéliales, donc éventuellement dans des carcinomes, donc il faut s'en méfier. Et puis je reviens sur l'expression anormale de KIT, un diagnostic différentiel qui peut être difficile. C'est des métastases de mélanome dans le tube digestif. Ça existe, des métastases de mélanome dans le digestif, et ça existe des mélanomes passés inaperçus ou réséqués que le patient a oublié. Et les mélanomes peuvent exprimer KIT. Donc, on reçoit parmi les diagnostics différentiels quelques cas comme ça qui ont été à tort diagnostiqués comme GIST et qui sont en fait des métastases de mélanome. Et donc, expression de KIT, oui, c'est vrai, c'est possible, mais voilà, ça ne signe pas de diagnostic. Donc, il reste quand même des diagnostics différentiels des GIST. La tumeur desmoïde intra-abdominale, c'est un diagnostic qui est important quand même parce que on a l'idée que c'est une tumeur qui est assez mal limitée, qui infiltre tout autour, en fait, radiologiquement, c'est des fois assez bien limité et donc ça va pas forcément faire tiquer d'emblée. Et puis en plus c'est normalement une tumeur que quand on a fait le diagnostic on doit éviter d'opérer. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est pas forcément une bonne chose d'aller opérer ces tumeurs là. En tout cas quand elles sont asymptomatiques et donc il vaut mieux faire le diagnostic avant. Donc il vaut mieux faire le diagnostic sur des microbiopsies et dans ces cas-là ça peut être un petit peu difficile. C'est fusiforme aussi. Quand on a une immunohistochimie un peu trop forcée, l'anticorps pas assez dilué, on peut avoir une fausse expression de KIT dans ces tumeurs-là. Donc, c'est un diagnostic qui peut être un peu difficile. Polyfibroïde inflammatoire, il y a aussi des anomalies qui peuvent être vues. On peut avoir là encore éventuellement des fausses expressions de KIT, mais enfin, bon, pas tellement quand même. C'est surtout d'abord, c'est effectivement des tumeurs digestives qui contiennent aussi des cellules fusiformes et puis elles ont aussi assez fréquemment des mutations de PDGFR1, on y reviendra, qui sont quand même
de gystes. Donc, il faut se méfier un petit peu de ce diagnostic-là. Voilà. Après, les léomyosarcomes, je dirais que c'est plutôt les temps anciens. C'est à l'époque où on n'avait pas l'immunohistochimie, on est moins exposé à ça. Mais il y a des vrais léomyosarcomes du tube digestif. Et quand vous avez des tumeurs de l'œsophage, finalement, c'est plus fréquemment des léomyosarcomes que des gystes, alors que dans le reste du tube digestif, les tumeurs mésenchymateuses sont avant tout des gystes. Schwannome, il en reste des vrais. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. On a quelques schwannomes gastriques, notamment, qui existent. Bon, métastase mélanome, je vous l'avais dit, et puis d'autres tumeurs un peu plus. Voilà. Mais bon, et même un carcinome sarcomatoïde peut exprimer KIT de façon aberrante, qui s'exprime à la fois KIT et DOG1. Là, vraiment, j'en ai pas vu. Alors, quelles sont les prédispositions génétiques? Donc, les gystes sont, dans la majorité des cas, dans la large majorité des cas, sont sporadiques, mais il y a quelques prédispositions génétiques. La principale prédisposition génétique, c'est la neurofibromatose de type 1, Rickenhausen. Les patients, il y a à peu près 10% des patients qui vont faire des gystes, mais qui ne seront pas forcément symptomatiques. Ce qui est important à savoir, notamment pour le chirurgien, c'est que en fait, ce sont des gystes qui sont localisés presque exclusivement dans le grêle et qu'elles sont assez fréquemment multiples. C'est-à-dire que il faut pas, quand on opère une gyste du grêle et qu'en péropératoire, on s'aperçoit qu'il y a d'autres petits nodules sur le dispersé, il faut pas dire que c'est les métastases. Ça peut être d'autres nodules du grêle dans le cadre de cette neurofibromatose. Donc, faut se méfier un petit peu de ça. C'est finalement, dans une NF1, assez banal d'avoir plusieurs gystes. Donc, il y a la principale qu'on est parti pour opérer et puis les autres qui apparaissent parce qu'on ne les avait pas vus. Mais voilà, ce n'est pas forcément des métastases, ça peut être d'autres de gystes développés. Les gystes SDHB, moins, j'y reviendrai un petit peu. En fait, les recommandations sont d'aller rechercher dans toutes les gystes qui n'ont pas de mutation KIT PDGFRA, c'est d'aller chercher l'expression de ce marqueur, parce qu'en fait, ce sont des gystes, ce sont les seuls qui vont pouvoir donner des métastases ganglionnaires. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion, parce que celle-là, ça vaudra peut-être le coup quand même d'aller voir s'il ne faut pas faire un curage quand même, essayer de mieux explorer les ganglions, voir s'il n'y a pas déjà des métastases dedans. Et puis, les gystes qui sont liés à des mutations constitutionnelles de KIT, elles sont absolument rarissimes, et elles ont des aspects assez particuliers. Cliniquement, il y a des petits signes, vous voyez par exemple des lentigines là sur le c'est pas très habituel d'avoir des grains de beauté comme ça qui se baladent sur la plante des pieds. Et puis pour l'anapathe, là, je dirais c'est assez caricatural, mais c'est sûr que c'est tellement rarissime que tout le monde ne le sait pas. C'est qu'on a en fait une importante hyperplasie des cellules de Cajal, et quand on a une musculeuse, au lieu d'avoir les deux couches habituelles de la musculeuse, là c'est un intestin grêle, vous voyez des villosités ici, c'est l'immunohistochimie avec KIT, mais finalement on a pratiquement une troisième couche dans la musculeuse qui est la couche des cellules de Cajal hyperplasiques. Et donc quand on regarde le tube digestif à côté de la tumeur, on voit ça et on se dit oula, c'est vraiment bizarre, et c'est pratiquement pathognomonique d'une mutation germinale. On peut pratiquement dire écoutez, allez chercher chez le patient s'il n'y a pas des antécédents familiaux, etc. Mais vraiment, c'est rarissime. C'est pas, voilà. Alors, l'évolution, j'en ai déjà un peu parlé, donc 10% qui sont d'emblée métastatiques, grosso modo, les métastases qui sont dans le péritoine et dans le foie, et puis bon, les gystes à haut risque, il y a quand même des risques élevés de rechute. On va revenir sur l'évaluation du risque un petit peu plus tard. Et puis, bon, le pronostic, vous le savez, a été bouleversé par l'utilisation des thérapies ciblées, par l'arrivée d'imatinib, qui a donc permis d'améliorer nettement le pronostic. Alors, quand on est dans les gystes qui sont donc à un stade localisé, qu'est-ce qui va être important pour le patient? Ça va être de définir le risque de récidive. Et donc, on a des gystes dont le risque est quasiment zéro. Alors, normalement, on ne dit pas bénin, mais enfin bon, il y a un risque nul, ça fait l'équivalent de bénin, voilà. Et il y a des risques qui ont il y a des gystes qui ont des risques extrêmement élevés de récidive. Donc, comment va-t-on se situer là-dedans? On n'est pas dans une tumeur où c'est blanc ou noir, et il va falloir évaluer ça. Alors, un élément important, c'est la rupture tumorale. Donc, ça, c'est pas forcément l'anapathe qui va le donner. Rupture tumorale, soit préopératoire, des tumeurs qui vont se rompre d'emblée, soit se rompre éventuellement sous traitement néoadjuvant. Et puis la rupture péropératoire éventuellement, qui effectivement, il faut à tout prix éviter parce que c'est vraiment répandre la tumeur. Et donc, une rupture tumorale, c'est comme une gyste métastatique. Et c'est dommage parce que c'est des patients qui pourraient potentiellement
finalement être guéri. Après, ce qui va donc être important pour l'évaluation du risque, ça va être la localisation. Pour être schématique, en descendant de l'estomac jusqu'au rectum, la gravité augmente. Les gystes gastriques sont généralement à une évolution moins grave, alors que les gystes rectales sont d'une évolution généralement grave. Il y a la taille de la tumeur. Et là, pour les pathologistes, quand je fais un topo, je leur dis toujours, une tumeur ne fait jamais 5 cm, elle fait 4,9 ou 5,1, mais n'allez pas casser les pieds aux cliniciens, savoir si dans les classifications, c'est inférieur ou égal ou supérieur ou égal. C'est sûr qu'on a mis arbitrairement des tailles, mais bon, quand on est pile à 5 cm, est-ce qu'il faut ressortir les abattes pour savoir si c'était inférieur ou égal ou pas, c'est casse-pied. Et puis, il y a l'index mitotique, et là aussi, c'est très arbitraire, ça a été mis à 5, mais bon, on peut imaginer qu'une tumeur qui est à 4 est plus agressive qu'une tumeur qui est à 1 et moins agressive qu'une tumeur qui est à 8. Et bon, il a fallu mettre des choses pour pouvoir avancer quand même et traiter les patients. Donc là, je vous ai mis la classification qui est parmi les plus utilisées, mais enfin, il y a d'autres façons de le faire. Ce qui est très important pour comprendre pour l'anapathe, et maintenant, je crois que c'est à peu près passé, mais ça a mis du temps, ça a mis énormément de temps à arriver, c'est que l'index mitotique, il ne se compte pas sur 50 champs, il se compte sur 5 mm². Et effectivement, à l'époque des microscopes de ce type-là, pour avoir 5 mm², il fallait compter 50 champs. Mais maintenant, quand on est avec des microscopes normaux, qui est comme celui qui est à côté de moi, en fait, c'est entre 20 et 25 champs suivant le type de microscope, le type d'objectif, etc. Donc, quand un pathologiste vous fait un compte-rendu en disant pour 50 champs, il faut systématiquement le rappeler en disant « Attends, est-ce que tu as compté avec quel microscope, etc. Donne-moi en mm², c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est maintenant dans toutes les recommandations et qui a enfin bien compris. C'était également dans le score du départ, mais c'était marqué en tout petit dans les matériels et méthodes et malheureusement, personne ne lit jamais les matériels et méthodes. Donc, n'acceptez pas 50 champs, demandez les mm² pour avoir une évaluation d'index mitotique. Parce que c'est vraiment important pour l'évaluation du risque. Alors, quand on fait une étude, on a repris, en fait, on avait un peu plus je crois que c'était 1300 gistes, où on a revu les cas, justement, du compte mitotique. Donc, ils avaient été comptés dans un autre centre et puis adressés chez nous pour relecture. Et donc, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre quand on rapporte à 1000 cas, on était à 1300, mais quand on rapporte à 1000 cas, on se rend compte qu'il y a quand même une cinquantaine de cas. On va dire, c'est pas beaucoup, 50, bah oui, mais enfin, c'est quand même 50 patients qui ont été considérés comme haut risque et qui donc ont probablement reçu un traitement adjuvant à tort, parce qu'en fait, ils étaient de risque plus faible, intermédiaire et parfois même risque faible. Et quand on regarde ça même à l'échelle d'un coût, d'un coût pour un pays, puisque c'est à peu près le nombre de diagnostics par an en France, 1000 gistes, mais si on compte le coût de la relecture et si on compte le coût de juste la dépense de Glivec, même pas les éventuels tox qu'il peut y avoir avec, etc., et ben finalement, on pourrait, si on relisait effectivement, ce qui est pratiquement le cas, mais si on relisait effectivement toutes les gistes, on pourrait dire que ça finance largement la relecture, puisque en économisant 50 patients qui ont été traités par excès, finalement, on économise à peu près 3 millions d'euros en déduisant les frais de relecture, les frais de biologie moléculaire, etc. Donc, la relecture, ça a un intérêt, et ça a aussi un intérêt financier. Ce n'est pas que l'intérêt pour le patient. Donc, il faut effectivement faire des relectures des sarcomes et des gistes aussi, même si le diagnostic est relativement simple par rapport à d'autres sarcomes, le compte mitotique est important. Alors, je surveille l'heure, désolé, je vais être obligé d'accélérer, oui. Donc, les mutations, je vais aller plus vite, j'ai perdu trop de temps sur le reste. Les mutations, donc il y a des mutations de KIT et de PGFRA. Vous voyez que ces mutations, c'est principalement sur l'exon 11 qu'elles sont présentes. Il y a quand même quelques mutations qui sont présentes sur d'autres exons. Donc, on parle des exons, donc les exons 9 de KIT, c'est important. Et je vais y revenir. Et puis, il y a quelques gistes qui sont non mutés et je vais y revenir également, mais notamment les SDHB, je vous ai dit, c'est ces tumeurs-là qui peuvent donner des métastases ganglionnaires en particulier et qui, en plus, dans un tiers des cas à peu près, sont aussi familiales. Et donc, ça vaut vraiment le coup de ces patients-là, de les identifier et de les explorer spécifiquement. Donc, il faut bien gérer les prélèvements, notamment les petites biopsies, pour pouvoir avoir non seulement le diagnostic histologique, mais également le moléculaire.
Et puis, il y a d'autres altérations qui ont été détectées, mais enfin, vous voyez, il y a quelques fusions. Mais enfin, c'est vraiment, dans toute tumeur, on finit toujours, quand on insiste beaucoup, par trouver 0,1% des cas avec une fusion ou un truc. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres anomalies qui ont également été étudiées dans les gistes, et notamment l'instabilité chromosomique, qui permettent d'évaluer le pronostic des tumeurs. Alors, quelles sont les recommandations pour la recherche des mutations? Globalement, il faut le rechercher sur à peu près toutes les gistes. Et quand on prend les recommandations de l'ESMO, effectivement, c'est toutes les gistes de plus de 2 cm. Enfin, pour le rectum, c'est toutes les gistes, hein, vraiment, parce que c'est des gistes agressives. Mais pour les autres, toutes les gistes de plus de 2 cm, c'est-à-dire qui potentiellement un jour vont être susceptibles de recevoir un traitement par inhibiteur, par thérapie ciblée. Dans ces cas-là, il faut vraiment chercher les mutations. Alors, l'intérêt de recherche des mutations, ça peut avoir un intérêt pronostique, puisqu'on sait que les gistes n'ont pas toutes spontanément la même évolution. En particulier, il y a des gistes qui sont spontanément plus agressives en fonction du type de gène touché. Hein. Les mutations sur PDGFRA sont généralement moins évolutives que les mutations sur KIT. Et puis, même dans KIT lui-même, les mutations d'exon 9 ou les mutations sur certains codons, des délétions sur certains codons de KIT sont plus agressives. Donc, je vais passer un peu vite là-dessus. Si on revient aux recommandations de l'ESMO pour les gistes en traitement adjuvant, donc les gistes localisés qui ont été opérés, vous voyez que c'est un peu, finalement, on commence par dire est-ce qu'elles ont des mutations avant même de les opérer, ce qui est un petit peu bizarre, j'aurais tendance à dire. Bon, je crois qu'on peut un petit peu pondérer un peu ces recommandations l'ESCO en disant bon, il y a des gistes qui vont être opérables, en gros, c'est-à-dire sans séquelles majeures, et dans ces cas-là, vous pouvez opérer, et là, vous aurez besoin, effectivement, pour celles qui sont à haut risque, vous aurez de façon indispensable besoin du statut mutationnel pour aller plus loin. Donc, avoir le statut mutationnel avant d'opérer, chez des patients que de toute façon vous allez opérer parce qu'il n'y aura pas de séquelles majeures, je pense que vous pouvez aussi avoir l'évaluation après éventuellement. Et puis, pour les gistes qui sont donc non résécables, là, il y a la discussion d'un traitement néoadjuvant, résécable avec séquelles importantes, il y a la discussion d'un traitement néoadjuvant, et dans ces cas-là, effectivement, il va falloir avoir le statut mutationnel, donc il va falloir avoir des biopsies correctes pour pouvoir rechercher ça. Et donc, c'est vraiment, il y a ce point-là. Un autre point qui est peut-être un peu délicat par rapport au traitement néoadjuvant, c'est que l'évaluation, vous voyez, de haut risque après traitement néoadjuvant, c'est marqué dans les recommandations, mais je ne connais pas de façon d'évaluer le haut risque après traitement néoadjuvant, malheureusement encore dans les gistes. Donc, ce n'est pas forcément si simple à appliquer, sauf pour des très grosses tumeurs ou des tumeurs pour lesquelles, sur la biopsie, on avait déjà beaucoup de mitose, mais on n'est pas si bon que ça, finalement, pour l'évaluation. Alors, la présence de mutations, les mutations d'exon 11, retenez globalement qu'elles vont toutes, à l'état métastatique, hein, elles vont toutes répondre à imatinib. Il faut vraiment avoir cette idée en tête. Et si elles ne répondent pas, eh bien, faites des dosages, vérifiez que le patient prend à une bonne observance, etc. De principe, dites-vous qu'elles vont toutes répondre à imatinib. Les mutations de l'exon 9, pour les gistes métastatiques, c'est une indication à un doublement de la dose, hein, et ceci dès le début du traitement. Donc, il faut qu'on vous donne les réponses assez rapidement pour que vous puissiez effectivement traiter correctement les patients avec imatinib à double dose. Et puis, les mutations PDGFRA, attention, ce n'est pas toutes les mutations PDGFRA, c'est retenez globalement les D842V, alors il y a éventuellement d'autres, mais c'est D842V qui sont assez fréquentes finalement, hein, ça dépend un peu si les gistes sont métastatiques ou pas, mais c'est entre 8 et 12% des mutations dans les gistes, et celles-là sont résistantes à l'imatinib, celles-là, elles ne vont pas répondre à l'imatinib, et donc il faut vraiment avoir ces informations. Est-ce qu'il y a une mutation de KIT exon 11? Est-ce qu'il y a une mutation sur l'exon 9 de KIT? Est-ce qu'il y a une mutation D842V sur PDGFRA? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir effectivement discuter de la suite du traitement. Après, on va pouvoir pinailler un petit peu en disant oui, mais sur KIT, c'est une mutation de l'exon 17, est-ce qu'elle répond, etc. C'est plus difficile, je crois que ça devient vraiment des discussions de spécialistes, mais vraiment, il faut rester sur les schémas simples que je vous résume ici, c'est mon avant-dernière diapo, je ne vais pas trop dépasser, désolé d'avoir accéléré à un moment, mais sur les mutations de KIT PDGFRA, sauf l'exon 9, pour les gistes métastatiques ou avancés, vous voyez, c'est l'indication dans les recommandations, c'est imatinib 400 mg par jour.
la mutation de l'exon 9 spécifiquement de KIT, qui fait quand même dans les gistes métastatiques, on n'est pas loin de 10% d'écart. Hein. Donc, c'est pas si rare. C'est double dose là. La mutation PDGFR D842V, je vous l'ai dit, elle ne répond pas à l'imatinib. Donc, potentiellement, il y a d'autres thérapies qui peuvent être utilisées. Et puis, pour les tumeurs qui n'ont pas de mutation KIT PDGFRA, dans ces cas-là, vous pouvez chercher éventuellement d'autres altérations, mais qui deviennent très rares. Hein. On est vraiment dans des choses du moins de 1%. Il peut y avoir des mutations de BRAF, et dans ces cas-là, il y a une sensibilité potentielle à 10 inhibiteurs de BRAF. Des mutations NTRK aussi peuvent éventuellement être découvertes. Et puis, je vous avais montré, il y avait d'autres fusions qui peuvent éventuellement être découvertes. Et puis, il y a des patients qui n'ont pas de mutation détectée, pas d'altération détectée, 10-15% à peu près. Et cela, l'indication, c'est sunitinib en attendant mieux, ou éventuellement en attendant une fusion qui n'aurait pas encore été faite. Voilà, bon, pour la réponse au sunitinib. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, pour le diagnostic, c'est comme le pilotage d'un avion. Hein, même si les deux pilotes d'avion ont la même formation, même s'ils font la même chose, ils font un double. Et finalement, ça réduit énormément les risques. Il y a très peu de crash en avion, alors que au début de la formation du réseau sarcome en France, on avait constaté qu'il y avait plus de 10% d'erreurs dans les sarcomes. Hein. Donc, il faut vraiment, c'est pas qu'il y a des mauvais pathologistes, c'est que quand on est deux, on fait mieux que quand on est tout seul. Donc, la relecture systématique, c'est vraiment important. Le compte mitotique, n'acceptez plus 50 champs, exigez 5 mm². Voilà, on n'a plus ces microscopes de l'ancien temps. Pour les mutations, vous avez vu que c'est important. Il faut chercher sur toutes les gistes qui vont un jour ou l'autre recevoir un traitement par imatinib. Et puis, il y a d'autres altérations potentiellement qui peuvent être importantes. Et puis, de façon très rare, quand il n'y a pas de mutation KIT PDGFRA, l'immunohistochimie avec SDHB, ça permet d'identifier quelques patients peu fréquents qui ont, d'une part, sont les gistes qui pourraient éventuellement me donner des métastases ganglionnaires, donc un peu plus de vigilance sur ce point-là, et d'autre part, c'est des patients qui ont éventuellement des syndromes familiaux, et donc il faut là aussi, raison de plus pour les identifier un petit peu. Donc SDHB rentre dans le panel d'immunohistochimie standard de l'ANAPAT, en plus de KIT et PDOG1 qui sont les marqueurs habituels. Je cède le partage de l'écran, et si vous avez quelques questions, si on a encore le temps, je ne sais pas, je suis à votre disposition. Oui, bonjour. Petite question, je suis oncologue médical. C'est fréquent les ruptures avec traitement néoadjuvant? Non, c'est rare. C'est très, très rare. Hein. Là, je réponds parce que c'est un problème chirurgical, c'est exceptionnel. Par contre, le problème, c'est que quand ça répond très bien, parce que ceux qui ont un traitement néoadjuvant, c'est des grosses tumeurs. Et en fait, parfois, avec le traitement néoadjuvant, la paroi est complètement pellucide. Et c'est quasiment de la chirurgie no-touch quand on les enlève, parce que sinon, on met le doigt dessus, ça s'ouvre. Hein. Donc, là encore, une bonne voie d'abord pour enlever ça sans toucher à la tumeur. Mais les ruptures avec traitement néoadjuvant, dans les toutes premières séries de néoadjuvants sur des non résécables, c'était 2 à 3%. Comme maintenant, il y a des traitements néoadjuvants sur des tumeurs qui sont quand même moins grosses que ce qu'il y avait au début du développement du Glivec, il n'y a plus ces ruptures tumorales. Hein. Alors, par contre, des patients non traités, il y a parfois des segments, alors qui peuvent être aussi liés à la taille de la tumeur qui tire sur les vaisseaux du mésentère ou de l'épiplomb, et il y a parfois des hémopéritoines. Hein. Alors, autre point, oui, qui est important, c'est quand on fait un traitement néoadjuvant sur des très, très grosses tumeurs, beaucoup de centres ont l'habitude de le faire en début, en hospitalisation, parce que justement, la tumeur en fondant tire sur les vaisseaux du mésentère et de l'épiplomb, et il peut y avoir non pas des ruptures, mais des hémopéritoines qui peuvent modifier l'indication, parce que il n'y a pas longtemps, nous, on a eu un hémopéritoine comme ça sur un patient traité en néoadjuvant, faut l'opérer éventuellement plus vite parce qu'il y a l'hémopéritoine. Voilà. Il y a un petit détail par rapport au RCP, c'est de temps en temps, quand c'est sous Célio, l'ANAPAT dit giste reçu en plusieurs fragments. Il faut être vigilant, il faut toujours confronter avec le chirurgien. Des fois, c'est dans le sac de Célio que ça a été. Je voulais revenir sur la réponse histo, parce que bien évidemment, l'indication du traitement adjuvant,
elle va dépendre des paramètres initiaux. J'ai vu une fois un patient qui avait été traité pour un gyste du rectum par Glivec néoadjuvant. Sur la pièce, il n'y avait pas de mitose et ça avait été marqué Baris, pas de traitement adjuvant. Non, le risque, il est évalué sur les conditions initiales. Et les conditions initiales, on a le site, quand même, le plus souvent. Enfin, je veux dire, c'est quand même rare qu'on ne l'ait pas. On a le nombre de mitoses et ce qui manque, c'est la taille, mais on l'aura justement sur la pièce post-op, sur l'imagerie. Et le plus souvent, ces patients qui ont eu du Glivec néoadjuvant, c'est des hauts risques. Donc, en fait, en post-op, ils ont leur traitement adjuvant. Alors, il y en a certains qui soustraient la durée de néoadjuvant. S'ils ont eu 6 mois de néoadjuvant, ils en enlèvent 6. Enfin, bon, après, je dirais, ça reste un détail, mais la plupart des patients qui ont eu, enfin, c'est même pas la plupart, c'est tous les patients qui ont eu des néoadjuvants ont de l'adjuvant après l'exérèse. Ça, je pense. L'activité mitotique est pas, l'activité mitotique est pas toujours correctement évaluée sur des microbiopsies. C'est ça la limite. Oui, c'est l'hétérogénéité. Bon, après, c'est des tumeurs qui sont volumineuses. Quand tu es à plus de 10 cm, quelle que soit la loque, tu es dans les hauts risques. Hein, donc. Oui, et puis surtout, si la tumeur a bien réagi, a bien répondu sous imatinib, quoi. Hein. Si on a une réponse majeure, on ne voit pas comment ne pas administrer les 3 ans au total de traitement, quoi, périopératoire. D'accord. On n'arrête pas l'équipe qui gagne, quoi. Le problème, c'est si on leur arrête, c'est qu'on a la rechute dans les 2 ans, quoi, si tu veux. Donc, c'est vrai qu'on établit le pré-op sur ce que vous nous avez donné, sur la biopsie. Alors, c'est vrai que tu as raison, l'index mitotique, il n'est pas toujours très bien évalué sur la microbiopsie. Mais bon, après, quand on a preuve que ça marche vraiment bien, on va le continuer en post-op, quoi. Tu as un commentaire particulier sur les gystes rectales, mais moi, toutes celles qui ont été énucléées par voie basse, pour moi, ça a été une catastrophe, mais je ne sais pas si ça a été bien. C'est le problème des marges, c'est-à-dire que finalement, là aussi, on a montré qu'avoir des marges saines suffisait, qu'il n'y avait pas besoin d'enlever, il n'y a pas besoin forcément d'enlever l'organe. Après, il faut avoir des marges saines. Et c'est vrai que le problème des gystes qui sont juste à proximité du sphincter, c'est le problème de la conservation sphinctérienne qui parfois amène à des chirurgies très limitées par voie basse, mais qui exposent à des rechutes, c'est certain. Il y a plein de publications sur les gystes du rectum qui montrent que paradoxalement, les très gros gystes du rectum ont une survie sans rechute locale qui est supérieure aux petits gystes du rectum parce qu'ils ont des chirurgies d'organes plus larges que les petits gystes du rectum qui ont parfois des exéreses par voie basse qui sont souvent marginales. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-François? Au revoir. Bon, merci Jean-François. Merci Jean-François. Dimitri, tu es en ligne? C'est la faute de la SNCF. Alors, si tu peux nous partager ton écran. Oui, pardon, je le libère, oui. Non, ça y est, moi, je ne l'ai pas libéré. Pardon. Si, je crois qu'il est libéré, si. Oui, c'est bon, oui. Bon.